Nous vous proposons de redémarrer la session de cet après-midi sans trop tarder. Je crains que nous ayons déjà un petit peu de retard, un gros retard. Donc je vais vous faire grâce de la petite introduction que j'avais préparée hier soir. Si j'avais su, je serais resté au bistrot. C'est plus sympa, hein ? Eh ben oui. Et nous allons avoir cet après-midi deux thèmes à explorer. Le premier, les traces de l'archéologue, et le second, les pratiques de l'archéologie. Et je cède immédiatement la parole à Sylvie Leclèche, c'est bien comme ça, Pauline ? C'est bien comme ça. Et à Muriel Leroy pour une communication. Fouillé est-il aussi archivé ? À vous la parole, mesdames, pour 20 minutes. Merci Pascal. Le comité m'a demandé d'être impitoyable sur ce sujet. On va essayer de en faire les frais. Alors, fouillé est-il aussi archivé ? Voilà. Par cette question, en fait, nous... Ah, pardon, excusez-moi. Oui, j'ose. Donc, par cette question, on souhaite vous présenter le regard croisé d'une archiviste, Sylvie Leclèche, et d'une archéologue, moi-même, sur les relations des archéologues aux archives et sur les pratiques communes à ces deux professions. Alors, nous sommes toutes les deux inspectrices des patrimoines et nous avons mené une mission commune en 2020 sur la conservation et l'accessibilité de la documentation archéologique, sous-titre « Les archives de fouilles », à la demande de la sous-direction de l'archéologie et en lien avec le service interministériel des archives de France. Alors ce travail il s'est notamment appuyé sur une enquête et sur des entretiens qui ont été menés auprès à la fois des archives départementales et des services régionaux de l'archéologie, mais aussi du DRASM, ainsi que sur divers rapports, alors des rapports annuels des archives départementales, des rapports sur le mobilier archéologique, il y en a eu beaucoup, avant justement la fameuse loi de 2016 sur le mobilier, et puis sur des enquêtes sur les lieux de conservation. Alors, il s'agissait de mettre en évidence les décalages de vocabulaire entre nos deux professions, de vocabulaire et de pratique d'ailleurs, qui créent finalement des politiques de conservation et d'accès séparés et au final un manque global de synergie entre les personnes qui travaillent dans les archives départementales et les SRA ou le DRASM. Et il s'agissait aussi d'identifier des pistes d'action commune pour voir effectivement comment on pouvait améliorer cette situation. Alors ça, en assurant une bonne conservation et un accès à des sources d'archives scientifiques et administratives qui sont de première origine. On va commencer par une première partie où on va examiner le cadre, la situation actuelle de la conservation et de l'accès à la documentation archéologique. Alors, on rappellera qu'en même temps qu'il fouille, l'archéologue documente cet acte, à la fois pour renseigner les vestiges qui sont mis au jour ou prélevés, mais aussi pour garder la mémoire de ceux qui vont être détruits par la fouille elle-même ou par les travaux postérieurs d'aménagement, notamment dans le cadre de l'archéologie préventive. Et le mobilier et la documentation provenant des fouilles sont, une fois celles-ci achevées, finalement les seuls témoignages subsistant des sites archéologiques, même s'il peut parfois rester des vestiges immobiliers. Pour désigner ces documents, toute cette documentation produite, on a un vocabulaire qui est à la fois varié mais aussi polysémique, d'où des fois les incompréhensions. Les archéologues utilisent couramment le terme d'archives de fouilles, ce qui parle pour l'archiviste, voire celui plus englobant d'archives de l'archéologie. Je ne développe pas, mais pour le livre 5 du Code du patrimoine, il s'agit de la documentation archéologique qui, aux côtés des biens archéologiques mobiliers, constitue les données scientifiques de l'archéologie. Voilà, ça c'est le jargon du livre 5 du Code du patrimoine. Les archives du domaine de l'archéologie dépassent le cadre des documents produits au cours des fouilles, bien sûr,
Ça comprend aussi les documents liés à la mise en place administrative des opérations, à la gestion du mobilier, à la production des chercheurs. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine porosité entre ces diverses archives. La conservation et la mise à disposition du public de ces archives sont primordiales. C'est pourquoi cette documentation archéologique doit être mise à l'État à l'issue de l'opération. C'est maintenant une obligation législative. Et ces archives de fouilles constituent donc des archives publiques, au sens de la loi du 3 janvier 1979, qui a été revue par celle du 15 juillet 2008. Et en ça, elles sont soumises aux règles d'accès et d'exploitation des archives et des documents administratifs. On est dans le cadre d'une grande tradition française qui ne distingue pas les données scientifiques des données de l'administration. Alors, non, je reviens un peu trop. L'archéologue est donc un producteur d'archives. Et pourtant, je l'ai dit au début, finalement, archéologues et archivistes ont des approches différentes dans leur pratique, et c'est un petit peu ce qu'on va développer. Alors, concernant maintenant les lieux de conservation, on peut retenir qu'il y a une volonté qui est largement partagée chez les archéologues de ne pas séparer les données scientifiques de l'archéologie, à savoir autant le mobilier et la documentation. Parce que, évidemment, sans ce lien entre les données et le site d'origine, le mobilier perd une grande partie de sa valeur scientifique. Cette conservation du mobilier avec sa documentation est ce que préconisent les textes qui régissent les centres de conservation et d'études, textes qui, soit dit en passant, ne font nullement référence aux archives départementales. Or, en parallèle, on a une circulaire de 2004 qui régit la conservation définitive des archives des directions régionales des affaires culturelles, dont font partie les SRA, et qui prévoit que les archives de fouilles doivent être versées à terme aux archives départementales, à l'exception de celles qui sont liées aux objets de fouilles, qui, elles, doivent être conservées avec les objets. Alors, la formulation telle qu'elle apparaît a assez peu de sens, finalement, d'un point de vue archéologique. Et ces ambiguïtés sur le sort final de la documentation archéologique ne facilitent pas non plus les synergies entre les services. Dans les faits, les lieux de conservation de la documentation sont variés. On a détaillé ça dans notre rapport, je vais juste les lister. En premier lieu, chez les producteurs de documents, des documents. Ça peut être les domiciles des responsables, les locaux d'une association, sur les lieux professionnels, bien évidemment, où ils n'ont finalement pas vocation à rester, puisqu'ils doivent être mis à l'État, mais ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui n'est encore pas toujours le cas. D'autres, et les plus nombreux, se trouvent sous la responsabilité des DRAC ou du DRASM, que ce soit dans les locaux même de ces structures ou le plus souvent dans les CCE, donc aux côtés du mobilier. Et si l'on accepte les rapports d'opération, ces documents sont beaucoup plus rares dans les archives départementales et ils proviennent alors plutôt d'opérations archéologiques programmées. Enfin, là, on peut aussi rappeler que la documentation est parfois conservée dans les musées qui accueillent des collections archéologiques. Alors, dans notre enquête, on a pu observer une très grande diversité de situations régionales, voire infrarégionales, et surtout des conditions d'accès à la documentation qui sont plus ou moins aisées, voire impossibles dans certains cas. Et ces situations sont finalement le résultat de choix qui sont souvent empiriques, conditionnés par la présence ou non d'équipements, et dans un contexte où seul le papier, alors au sens large, quand je dis papier, était pris en compte pour la conservation des données. Or, aujourd'hui, les opérations archéologiques produisent essentiellement des données numériques. Ces archives nativement électroniques peuvent être conservées en même temps dans plusieurs endroits. Elles n'ont pas forcément un seul lieu de conservation. On n'est donc plus dans une notion d'archivage pérenne, mais d'archivage à long terme.
On est donc entré dans un régime mixte qui, associant à la fois supports traditionnels et nouveaux supports qui transforment les modalités de conservation. Merci, je vais prendre la suite. Alors, l'une des vocations du rapport, c'était de pouvoir faire une approche à la fois sur les perceptions différentes du rapport aux documents d'archives que peuvent entretenir les archivistes d'un côté et les archéologues de l'autre, mais également de pouvoir se livrer à une comparaison pour mettre en valeur des points qui pouvaient être tout à fait communs, parce qu'il s'agit, au final, de deux professions qui traitent de l'information. Voilà. Pas au même moment, mais qui finissent toujours par traiter de l'information et qui ont pour vocation à analyser cette information et à la restituer. Alors, quand j'ai dit ça, je crois qu'il faut revenir à une réalité de terrain qu'on a bien vue et qui a beaucoup d'importance dans les perceptions différentes des uns et des autres du rapport à ce qu'est un document d'archives, y compris dans le vocabulaire. C'est que, comme le disait Muriel, et on l'a illustré par cette petite image avec un grand mur rouge que vous avez vu dans les premières dias, c'est qu'il y a une réalité. Toutes les différences que nous ont énoncées les uns et les autres reposent essentiellement sur la croyance que la France se couvrirait d'un blanc manteau, pour reprendre la formule de Raoul Glaber, d'un grand manteau, soit de CCE, soit de bâtiments d'archives. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on marque le pas. On a une difficulté du tout immobilier, que ce soit dans les archives et dans l'archéologie, et le tout immobilier était lié à la civilisation, effectivement, du papier. En revanche, ce qu'on a vu, et ça permet effectivement de trouver un point commun entre ces deux professions, c'est que archivistes comme archéologues sont très attachés à ce qu'on appelle la critique d'authenticité. La critique d'authenticité pour un archiviste, c'est de savoir quel est le producteur premier d'un document, quelle est sa source, quelles sont les métadonnées, mais ce terme de métadonnées est également important, effectivement, pour l'archéologue, qu'il s'agisse effectivement de décrire un objet, qu'il s'agisse de décrire un site, et donc de produire finalement des traces, aujourd'hui numériques, qui rendent compte de l'existence de cet objet patrimonial. Cette critique d'authenticité, elle fait le lien entre l'objet et les données qui le décrivent. Cette critique d'authenticité, elle implique la pérennité, elle applique la fiabilité et la sécurité des informations. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que ces critères-là font qu'une donnée est considérée comme étant scientifique ou comme n'étant pas scientifique, comme ayant une valeur ou comme ayant une moindre valeur. Et dans le droit commun, en revanche, on voit une différence, puisque nous avons étudié l'accès à toutes ces informations. C'est que dans le droit commun des archives, la loi de 2008 dit « tout est communicable sauf ». Donc, l'exception, c'est un délai, effectivement, de communicabilité des archives, y compris d'ailleurs dans la manière de mettre à disposition matériellement les choses, pas uniquement en droit, mais vraiment dans comment j'organise l'accès matériel, effectivement, à ces sources. Et l'accès est la plupart du temps direct, qu'il s'agisse d'un accès en salle de lecture ou, maintenant, qu'il s'agisse d'un accès via Internet, puisque nos salles de lecture, on peut dire qu'elles sont très largement virtuelles maintenant dans les archives départementales et nationales. En revanche, alors la médiation que nous, on opère, c'est un filtre, c'est celui des instruments de recherche, alors que pour les archéologues, la médiation, elle passe par les professionnels. Voilà. Et il est très rare qu'elle soit en réalité directe. Alors si on passe à la diapo suivante, on s'est amusé à regarder un exemple pratique de futur décloisonnement possible. Muriel a parlé de la mutation technologique que connaissent les archives, et donc y compris les archives de l'archéologie. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus de support papier natif, vous avez en revanche des données. Vous n'avez plus des documents, vous avez des données. Le document et l'éditorialisation des données, mais vous avez essentiellement des données. Et ces données peuvent donner lieu à plusieurs représentations. Et là, on a choisi effectivement un cas, le cas du château Budet à Hyères, qui a été montré au salon du BIM, Building Information Modeling, qui est en fait, en gros, en français, la maquette numérique, et qui en fait permet le lien,
parce qu'à un moment donné, ces données seront archivées, permet le lien entre une information qui est effectivement produite par le terrain et qui est destinée à être conservée de manière longue, on n'ose plus dire pérenne dans l'univers technologique actuel, mais on dit une conservation longue et qui est surtout amenée à être restituée. Parce que, en fait, le problème qui obsède les gens qui traitent l'information, c'est bien de pouvoir restituer en réalité ces informations. Alors, en synthèse, est-ce qu'on peut finalement essayer de rapprocher ces perceptions différentes ? Est-ce qu'on peut dégager des pistes communes ? Oui, si on accepte de partager un vocabulaire commun, par exemple autour de la notion de cycle de vie de la donnée, qui est une expression qui est employée aussi bien par les milieux de la recherche que par les milieux de la conservation des archives. C'est-à-dire que de sa production à sa diffusion, la donnée passe par des étapes de transformation. Elle est brute et elle est, j'allais dire, raffinée jusqu'à sa restitution. Et en fait, archiver rend compte de cette transformation de la donnée. Et la donnée a un cycle de vie depuis sa production jusqu'à sa restitution, voire elle recommence un cycle de vie à partir du moment où on se soucie de sa réutilisation dans un contexte qui peut changer. Les deux professions, je l'ai dit un peu en préambule, en fait peuvent parfaitement, d'un point de vue et théorique et pratique, partager la notion de critique d'authenticité, qui est un fondement en fait commun des pratiques. L'archéologue, pour fouiller, exploite non seulement ce qu'il trouve, mais il fait de nombreuses recherches en archives, des archives qui, pour être exploitables, sont collectées par les archivistes, sont critiquées, analysées, indexées, encodées et soumises à des algorithmes de recherche. Donc ça veut dire que ce soit quelqu'un qui va exploiter de manière experte, comme l'archéologue, les données, ou que ce soit quelqu'un qui les prépare pour que, effectivement, cette personne y ait accès, de toute façon, les deux professions se fondent sur la critique d'authenticité. Les deux métiers recherchent également, dans la conservation et la diffusion, une création de valeur. En fait, la création de la valeur, aujourd'hui, dans un environnement économique et politique qui est tatillon sur cette question et qui traque effectivement les surcoûts inutiles, voire éventuellement des occultations non volontaires. Une donnée qui n'est pas accessible aujourd'hui perd de sa valeur, elle vieillit, elle se sclérose, voire même on dit qu'elle est confisquée. On l'a vu ce matin dans les critiques qui sont effectivement portées non pas seulement vis-à-vis uniquement des archéologues, mais de toute la communauté scientifique. À partir du moment où une donnée n'est pas accessible, on dit qu'elle est confisquée. Voilà, donc ça c'est un procès d'intention qui est très usuel. En fait, ces mêmes effectivement ces mêmes accusations, en gros, les archivistes également l'ont. Quand les archivistes ne diffusent pas leurs instruments de recherche à distance, ils peuvent aussi taxer d'être inutiles pour la société, puisque finalement, ils prennent beaucoup de place avec leurs bâtiments d'archives et seule une petite partie des ressources peut être en ligne. Alors ça, c'est caricatural, mais je dirais que l'archéologue comme l'archiviste connaissent ce type de critique, et en gros, ce type de critique vise quoi ? Notre utilité sociale. Alors, je passe très rapidement. Les pistes communes, c'est de prendre en compte ce qu'a décrit en fait Muriel dans toute sa partie sur le rapport. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, pour rapprocher les points de vue et les pratiques, on doit mettre en place des scénarios immobiliers agiles sur lesquels on n'a pas tout de suite de recul. C'est-à-dire que quand c'est possible, et qu'il n'y a pas de CCE correctement installé, je veux dire, le premier réflexe, c'est de dire effectivement que les archives produites par l'archéologie sont des archives publiques, et il y a un service pour ça, qui s'appelle les archives départementales. Après, je pense que, bon, c'est assez banal ce que je vais dire, pour rapprocher les pratiques, nous, on a pensé dans le rapport à mettre en valeur des maquettes d'auto-formation communes. Pour que chacun puisse acquérir en fait le vocabulaire de l'autre. Et puis finalement, bon, ça je l'ai dit un peu, mais ça, j'allais dire, c'est plus sujet à discussion entre nous, c'est que archivistes et archéologues finalement ont deux interrogations assez communes à tous les gens qui collectent des données, qui les conservent, qui les exploitent et qui donnent accès aux informations, quel que soit leur support. La légitimité de nos pratiques,
on est soumis aux mêmes critiques, aux mêmes interrogations, et ça fonde en fait notre interrogation sur notre participation à la société contemporaine. Je l'ai dit, dans un univers concurrentiel, adepte de l'immédiateté, du mouvement, qui veut avoir accès à tout de suite. Et le dernier point qu'on a travaillé ensemble avec Muriel, en fait on l'a trouvé une fois qu'on a terminé l'écriture du rapport, c'est plus quelque chose qui est un questionnement heuristique, c'est en fait on a des pratiques collectives et les données que nous archivons sont souvent des données individuelles, de la même manière que vous, sur vos sites archéologiques, vous trouvez des individus, vous trouvez les traces d'individus. Or, en réalité, nos formations communes, elles nous conduisent beaucoup à faire l'histoire des groupes, à mettre en avant effectivement les groupes. Et par rapport à l'individu contemporain d'aujourd'hui, en gros, cette histoire collective que nous produisons, chacun depuis là où nous sommes, est-ce qu'elle intéresse effectivement l'individu contemporain qui pourrait se reconnaître dans cette histoire collective. Voilà ces quelques points qu'on voulait partager avec vous. Je cite mes sources pour les petites images que vous avez vues, parce qu'elles sont la parfaite illustration de points communs possibles. Ces illustrations sont issues en fait, d'un rapport que j'ai rendu sur les archives des architectes, où vous verrez avec intérêt que dans les vignettes, on s'est amusé à mettre un humain, voilà, puisque nous travaillons tous finalement à la meilleure compréhension des actions des hommes. Il y a une autre petite vignette où vous avez vu un entonnoir, hein, c'est ce qui reste, hein, c'est le jus de cervelle une fois qu'on a traité les données. Et puis le mur de Berlin, là, entre les beaux quartiers et la banlieue immédiate, c'était aussi un dessin de l'architecte Josic, qui était un architecte de la reconstruction. Et c'était pour dire qu'effectivement, ce mur rouge entre nos deux professions, bah, nous, on a essayé effectivement de le mettre un peu à bas ou de donner envie à chacun de regarder ce qu'il y avait derrière le mur. Et puis les deux premières photos, bah, vous reconnaissez tous une réalité à gauche, hein, les Tubeka numérotés. Hein, on est deux professions qui avons la passion du classement et de la répartition et du codage du monde, avec des chiffres, avec des lettres. Et puis à droite, c'est un clin d'œil. C'est une situation totalement apocalyptique. Je ne sais pas si elle réveille des souvenirs chez vous de fouilles. En fait, c'est le tri des pièces justificatives du procès de Nuremberg. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un océan de paperasse. Je vous laisse découvrir la stratigraphie savante qu'il y a derrière toutes ces dépositions. Je vous remercie. J'appelle immédiatement Claire Besson et Dorothée Chabouis-Derieux pour une communication sur les fouilles de la cour Napoléon du Louvre, un laboratoire pour la profession. Bonjour à tous, merci Nathan. Merci aux organisateurs de cette journée de nous permettre de vous présenter nos travaux. Et puis il faut dire les choses simplement, ça nous fait plaisir de vous voir tous, de vous entendre tous en vrai, donc un grand merci. On est d'autant plus ravis de participer à cette journée ici, aux Archives du monde du travail, déjà parce que c'est bien la preuve. Alors, je sais que la journée d'études, le titre de cette journée d'études portait un point d'interrogation à la fin, mais je pense que le fait de l'organiser aux Archives du monde du travail apporte déjà une forme de réponse en disant que finalement l'archéologie est reconnue aujourd'hui comme un vrai travail, un vrai métier, et ça c'est une vraie satisfaction. Ensuite, comme vous allez le voir et comme vous le voyez sur cette photo présentée à l'écran, qui montre donc les coulisses d'une photo officielle sur la fouille de la cour Napoléon du Louvre. La communication que nous vous présentons aujourd'hui fait parfaitement écho à l'exposition qui est présentée au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et on aurait pu finalement s'approprier une partie de l'argumentaire qui a été développé dans le cadre de cette exposition, qui est, je cite, à l'image des photographies de plateau, elle constitue un making-of du chantier archéologique, dévoilant les ficelles de l'archéologue en même temps que ses routines, voire ses rites, ses instants de bonheur et ses galères. En effet, c'est exactement la même démarche que nous entreprenons depuis 2018 sur les fouilles de la cour Napoléon du Louvre, avec pour objectif d'aborder cette opération plutôt sous un angle sociologique, une opération qui a souvent été présentée comme mythique, au moins par ses protagonistes. Notre approche consiste à croiser les apports de l'étude de la documentation, donc documentation papier, documentation photo, l'apport de l'étude des archives donc, et l'apport des entretiens que nous avons menés auprès des anciens de cette fouille.
Le terme de laboratoire que nous avons utilisé dans le titre de notre communication avait déjà été utilisé par Alain Schnapp dans un article des Nouvelles de l'archéologie en 1985, et je cite « La fouille du Louvre est plus qu'une entreprise de recherche, elle constitue un laboratoire d'expérience archéologique en grandeur réelle. » Pour notre part, nous en avons plutôt une conception assez différente, l'appréhendant plutôt comme un écosystème qui nous permettrait d'analyser ce que signifiait être archéologue au moment de cette opération. Alors, cette question s'intègre dans une réflexion beaucoup plus large autour de la documentation des fouilles de la cour Napoléon. Et vous avez sous les yeux une ébauche de carte mentale sur laquelle nous avons commencé à esquisser tous les sujets de recherche possibles à partir de cette documentation. Et comme vous pouvez le voir, il y a un vrai potentiel documentaire qui pourra nous occuper, je pense, encore un certain nombre d'années. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, et qui est donc un des volets de cette carte mentale, c'est d'effectuer progressivement un changement de focale autour de cette documentation. L'idée est de partir donc de la documentation de fouilles, qui, comme ça vient d'être dit dans la communication précédente, sont donc des archives publiques, pour arriver progressivement jusqu'à la sphère intime que nous avons réussi à approcher au fil des entretiens avec les anciens, au fil du dépouillement des photos, en passant par une sphère peut-être un peu plus sociale, avec l'étude de cette micro-société que représentait la fouille, qui a été décrite par une des personnes que nous avons interviewées comme la ville de l'archéologie dans la ville. Pour remettre ce projet en contexte, je voudrais vous en expliquer l'origine quand même. Donc, à l'initiative de ce projet, il y avait deux projets parallèles, mais qui se sont très vite croisés. Du côté du SRA Île-de-France, dès 2017, il y a eu une volonté de remettre à plat la documentation d'une opération emblématique qui avait été menée par un des siens, donc Pierre-Jean Trombetta, pour rendre cette documentation accessible aux chercheurs. Cette question a été posée à une période où la question des archives de fouilles, notamment des fouilles anciennes, de la reprise de cette documentation, émergeait dans la communauté scientifique, que ce soit dans le cadre du CNRA ou dans le cadre du consortium MASA, par exemple. Donc d'un côté, une initiative du SRA. De l'autre côté, une initiative côté musée du Louvre, et plus particulièrement côté section Histoire du Louvre, qui a vocation à conserver toute cette documentation et tout le mobilier issu des fouilles du Grand Louvre, qui souhaitait pouvoir renseigner plus finement ses collections, en revenant si possible à la documentation de terrain. Donc la rencontre entre ces deux initiatives a donné lieu à la mise en œuvre d'un premier projet de regroupement en un seul et même endroit de toute cette documentation, avec comme objectif premier d'en dresser l'inventaire, dans le but ultérieur, bien évidemment, de permettre aux scientifiques de s'en emparer. Cette documentation, dont vous avez une partie sous les yeux, a donc fait l'objet d'un premier récollement en 2018, suivi par un inventaire des plans en 2019-2020, qui est en passe d'achever. Et on a ainsi plusieurs dizaines de mètres linéaires de documentation papier. Aujourd'hui, environ 4000 plans, des milliers de photos, des milliers de planches contact, qui sont conservées aujourd'hui donc à la section Histoire du Louvre. Seul le fonds diapositive est encore conservé au SRA, avec parmi ce fonds donc une grande série de près de 1000 diapositives intitulée Ambiance, qui démontre déjà l'intérêt à l'époque de la fouille, pour cet aspect coulisses du chantier. Alors, au sein de cette documentation prolifique, et en dehors de la documentation scientifique à proprement parler, nous avons retrouvé de très nombreux cahiers de fouilles, des agendas, des documents administratifs, des lettres de motivation, comme celles que vous voyez à l'écran. Alors, nous avons volontairement donc biffé les noms, mais vous pouvez, c'est pas très compliqué d'y retrouver sur celle de gauche les noms de collègues de l'INRAP, un responsable d'opération et un DAST, si je ne me trompe pas. Sur celle de droite, une collègue de la sous-direction de l'archéologie qui a inscrit comme simple motivation pour participer à la fouille du Louvre, Trombetta, tout est partout, encore et toujours. Voilà, une motivation qui lui a permis d'accéder à cette fouille. Donc, parmi cette documentation, on a également beaucoup de réflexions personnelles, justement, du responsable d'opération sur l'organisation, sur l'état d'avancement du chantier, mais aussi de très nombreux pré-projets de publication, des productions syndicalistes aussi qui sont très présentes dans la documentation. Donc, parallèlement à cette opération de récollement, nous avions envie, donc Claire et moi, d'entrer vraiment dans les coulisses et de mettre en valeur l'extraordinaire potentiel documentaire de cette documentation. Donc, nous avons pris l'initiative de dépouiller de la manière la plus exhaustive possible toute cette documentation off. Et notre attention a notamment été retenue par les très nombreuses listes de personnel. Donc, il y en a des manuscrits, des tapuscrits, des listes par zone, par date, par type de profil. Enfin, on a tout un tas de listes. Et donc, on a épluché ces listes une à une.
Et nous avons retrouvé, bien évidemment, beaucoup de noms qui ne nous étaient pas inconnus. Donc des responsables d'opération INRAP, des collègues de SRA, de la sous-direction, des collègues de collectivité. Beaucoup de noms que nous connaissions, alors même que nous sommes entrés dans le monde professionnel une quinzaine d'années après la fin de cette opération. Et alors, nous avons eu envie d'aller à leur rencontre, de les interroger sur cette fouille, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est souvent présentée comme fondatrice de l'archéologie préventive, une des plus grosses opérations d'archéologie urbaine. Juste pour rappel, pour ceux qui n'ont plus en tête quelques chiffres emblématiques, la fouille de la cour Napoléon du Louvre, c'est 25 000 m², donc explorée en plein cœur de Paris. C'est jusqu'à 250 personnes présentes sur le chantier en même temps, venues de tous horizons. Alors, il y en a qui venaient des quartiers chics de la capitale, des banlieues difficiles, du Mali, des États-Unis, des foyers Sonacotra, vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, une ville dans la ville. Et puis, ce sont des moyens financiers pour la phase terrain assez conséquents, puisque 52 millions de francs donc, ont été alloués uniquement pour la phase terrain. Et donc, si nous avions l'envie de rencontrer ces grands anciens pour qu'ils nous racontent leur fouille du Louvre, on a aussi pris conscience qu'il fallait agir assez rapidement. Pierre-Jean Trombetta, donc, qui avait été pendant plus de 10 ans dans le bureau juste à côté du nôtre, était malheureusement déjà décédé, puisqu'il est décédé en 2013. D'autres étaient en mauvaise santé ou simplement partis à la retraite sans laisser de coordonnées et sans forcément avoir envie d'en parler. Alors on a repris les listes, on a inondé de mails un petit peu toute cette diaspora. On leur a parlé de notre projet de récollement de la documentation, on leur a demandé si par hasard ils n'avaient pas gardé un peu de documentation sous le coude et si ce ne serait pas l'occasion pour eux de faire un tri, ou s'ils avaient une idée de là où on pourrait trouver la documentation. Et en fonction des réponses ou de l'absence de réponse des uns et des autres, on a deviné aussi une envie de prolonger un petit peu l'histoire, une envie de prolonger le souvenir, ou au contraire, une envie de tirer un trait sur cette histoire et au contraire de ne pas en parler. Et c'est ainsi que petit à petit s'est constitué un réseau avec les noms des personnes à interroger, en essayant d'avoir un aperçu à peu près complet des différents profils qui avaient été entrevus dans la documentation. Donc des responsables de secteur, des responsables de zone, des restauratrices, c'était essentiellement des femmes, des TUC, des bénévoles. Et petit à petit, cette démarche nous a fait passer de la documentation publique à la mémoire individuelle, donc de la sphère publique et sociale à la sphère plus personnelle. On est parti d'un groupe, donc c'est la photo à gauche, c'est finalement l'envers de la photo qui était sur la première diapo, pour aller vers une somme d'individus, avec au sein de la documentation toute une série de planches photos individuelles, une sorte de trombinoscope du chantier. Et donc c'est bien un changement de focale qui s'est opéré à ce moment-là et qui nous a conduit à aller interroger individuellement certains anciens. Et je laisse la parole à Claire. Alors à ce jour, on dispose déjà de plusieurs dizaines d'heures d'entretien. Il nous en reste à mener quelques-uns, pas des moindres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait ça dans un ordre tout à fait hiérarchique, même pas du tout. Mais certes, et puis il y a des entretiens qui n'auront jamais lieu parce qu'on a des collègues qui ont refusé donc tout net d'en parler. Pour eux, le Louvre, c'est trop loin. Ils n'ont pas du tout envie de revenir dessus. Ce qui nous a déjà fait deviner assez vite que l'expérience avait pu être vécue de manière très différente par les uns et les autres. Pour les réaliser, ces entretiens, en fait, la méthode a été assez empirique et progressive parce qu'au départ, on trouvait ça juste assez ludique d'aller voir les collègues qu'on connaissait à des titres divers déjà pour évoquer ce grand chantier avec eux. Et donc, on n'était pas parti avec une idée très structurée en tête au départ. Selon les profils et selon le lien qui nous attachait aux personnes interrogées, les entretiens étaient réalisés au bistrot, au SRA, chez l'interrogé. Alors d'abord sous forme de prise de notes, et puis très vite on en est venu aux enregistrements audio. Parce que d'abord, les échanges s'avéraient très très riches en informations qu'on avait peur d'en perdre en route. Et puis aussi pour ne rien rater, finalement, des hésitations, des inflexions de ton, de ce genre de choses qui disaient déjà beaucoup aussi, qui en disaient long en fait sur le chantier. Les premiers entretiens étaient donc très informels, pas structurés. Et notre idée de départ, c'était vraiment d'aborder les gens. C'était ce qui prévalait. La toute première question du premier entretien, on l'a retrouvée bien sûr, c'était « Parle-nous du Louvre, de qui tu te rappelles ?» Donc on était vraiment parti à la recherche de cet aspect humain. Et puis au fur et à mesure des entretiens,
il y a des sujets qui sont apparus assez récurrents. Alors, on a fini par davantage orienter les échanges pour compléter les informations qui nous arrivaient spontanément. Et s'il manquait certains sujets qui nous étaient apparus assez importants dans le discours d'autres collègues, on posait directement la question. Donc, on avait les questions générales, comme comment es-tu arrivé sur ce chantier, comment c'était, comment tu l'as vécu, quels sont tes souvenirs marquants. Et puis, si les sujets, ce qu'on appelait récurrents, n'était pas abordé d'emblée, on posait alors la question précisément pour essayer de confronter finalement les points de vue. C'était par exemple, les relations avec la cour carrée, qu'est-ce que tu en dis toi? Et le post-fouille, tu l'as vécu comment? Voilà, c'était des sujets un peu sensibles, on va dire, sur lesquels il était intéressant qu'on ait plusieurs points de vue. Petit à petit, les témoignages complétaient aussi utilement les photos, parce qu'en fait, on disposait, comme le montre la diapo, de multiples planches contact entières d'archéologues au travail, par zone, bien identifiées ou par spécialité. Mais avec les commentaires recueillis à gauche et à droite, on commençait à comprendre les choses beaucoup mieux. On appréhendait bien mieux le contenu des photos. Par exemple, sur le fonctionnement du chantier. D'un coup, on a compris que la photo en haut à gauche, c'était les réunions du lundi matin. Beaucoup nous avaient parlé de ces débriefs de début de semaine où les tâches étaient réparties entre les responsables de secteur. Et puis, les témoignages complétaient utilement cette compréhension. Un précieux témoignage nous avait appris qu'il y avait concours de gâteaux en même temps le lundi matin. Donc ça n'apparaît pas sur les photos, évidemment. En regardant plus attentivement les clichés, on visualisait enfin la fameuse armée de terrassiers. Je cite, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. C'est ce qui était illustré à l'écran. Vous voyez le nombre d'archéologues qui étaient dévolus sur certains secteurs pour le décapage. Ça faisait vraiment ressembler le chantier à un site moyen-oriental et c'est revenu beaucoup dans les discours. Les photos d'ambiance montrent aussi un poétique chantier sous la neige. Mais quand on écoute les archéologues, ils témoignent d'un hiver très très froid, l'hiver 84-85, avec moins 18 pendant 2 semaines. Et bon, ça n'a pas été facile. Et sans les récits épiques qu'on nous a livrés sur les graffeurs qui étaient venus investir très vite les palissades du Louvre, dont certains deviendront des grands noms du street art, ce qui n'est pas forcément évident avec les choix que j'ai faits là, mais bon. Nous n'aurions pas du tout prêté la même attention à ces photos qui sont en fait des vues du chantier du chantier vu depuis la rue. On n'aurait pas regardé ça vraiment de la même manière. Autre évocation récurrente, la maquette grandeur nature de la pyramide, qui avait été dressée avec des filins et une grue en mai 85 à la demande de Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris. Et comme le disait le maître d'ouvrage, un des maîtres d'œuvre à l'époque, j'ai oublié son prénom, l'architecte Biasini, il disait cette maquette dans une cour Napoléon défoncée par les fouilles archéologiques, c'est vous dire un peu l'ambiance. Les témoignages nous parlent aussi beaucoup parce que bien sûr c'était marquant des visites de Jacques Lang et de François Mitterrand avec le GIGN qui était caché sur les terrasses Marly du Louvre. Donc et l'enlèvement de la statue de Lafayette, qui est en fait il y a à la fois les fonds officiels et les fonds personnels, puisqu'au cours des entretiens, motivés par le travail en cours, on a réussi à obtenir des dépôts de fonds personnels qui avaient été constitués par les uns et les autres. Dans certains cas, les témoignages sont vraiment indispensables pour en savoir plus, notamment dans le cadre de ce canular de la cave, qui est en fait les coulisses des coulisses finalement. On a 2 niveaux d'information, la découverte et les préparatifs de ce petit canular, où un matin très tôt, un petit groupe a préparé, à décorer avec force détail, calendrier camionneur, cassoulet, boîte de cassoulet, etc. Une cave moderne, ce qui était découverte sur le site. Ce qui était intéressant aussi dans le cadre de la réflexion menée à l'époque sur l'importance des fouilles qu'on appelait post-médiévales à l'époque. C'était la première fois qu'on avait un site ouvertement dédié à cette période-là, un chantier mené par un chef d'équipe qui proclamait que tous les vestiges sont égaux en dignité, ce qui était une jolie formule. Sans ces entretiens, on ne connaîtrait pas non plus ce sans domicile fixe qui était venu s'établir sur le chantier et dont en fait on ne savait pas. On avait vu des photos évidemment et dans la presse et dans le fond
officiel, mais on n'aurait jamais pu l'identifier comme quelqu'un d'un peu marginal qui s'était retrouvé sur le chantier un peu par hasard. Ces entretiens nous permettaient de mettre des noms sur les photos et l'inverse aussi, des photos sur les noms dont on avait entendu parler mais qu'on n'identifiait pas. On glissait vers la sphère de l'intime. Sur la fin des entretiens, on sentait bien qu'on nous parlait d'autre chose, et notamment des fêtes qui avaient lieu, notamment le week-end, des fêtes fréquentes, élaborées, déguisées, où tout le monde était invité dans une propriété, et qui nous aidait à comprendre cette mention sibylline qu'on avait dans le carnet de bord. On avait trouvé le 29 mars, Michoui, et le 30 mars, journée difficile et peu productive. Alors, sphère de l'intime, encore ne sont pas présentées ici les fins de pellicule auxquelles il était fait allusion tout à l'heure sur la présentation de poster. Une source pour le coup vraiment hyper intime, car il était de tradition bien sûr de finir les films argentiques avec des vues où on faisait les guignols sur le chantier, où on faisait quelques photos de famille pour terminer les pellicules. Je vais te les... Alors, ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on arrive avec toutes ces sources, avec ces souvenirs incroyablement vivaces, finalement, à 30 ans de distance, ça nous avait frappé. Bien sûr, les entretiens, c'est un peu chacun sa vérité, c'est-à-dire que pour un même événement, on va avoir des témoignages qui se complètent, mais aussi qui divergent, ce qui est bien humain et incite un peu à la prudence et confirme que recouper toutes les sources n'est vraiment pas un luxe. Je pense que... Oui, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Non, je crois. 2 minutes. Voilà. Alors, juste rapidement, on a retrouvé, dans la documentation de fouille, on a retrouvé un questionnaire rédigé à l'époque de la fouille sur justement un peu tout le parcours des archéologues avant la fouille, pendant la fouille et ce qu'ils imaginaient faire après. On a retrouvé uniquement un exemplaire vierge, on n'a jamais vu d'exemplaire rempli, donc on ne sait pas. Et on l'a découvert tardivement après toute la série d'entretiens, donc on n'a pas pu demander aux anciens s'ils avaient souvenir de l'avoir rempli, mais ça reste à faire. Donc on va accélérer. À l'époque de la fouille, il y avait déjà toute une médiation autour de ce qui était fait. Les archéologues présents sur le site avaient déjà dressé un peu un portrait robot de ce que c'était qu'être archéologue selon eux à l'époque. Voilà, donc et puis il y avait déjà même à ce moment-là un petit journal qui circulait sur le chantier avec que deviennent les uns et les autres au fur et à mesure de l'opération. Je vais donc conclure, parce que c'était important de bien conclure. Donc, à l'aune de tous ces témoignages, du dépouillement de la documentation, de fouille, de l'observation attentive du fond photo, on se rend bien compte qu'il n'existe pas une fouille de la cour Napoléon dans l'imaginaire collectif, mais bien autant de fouilles que de fouilleurs. Et c'est sans compter en plus sur le regard rétrospectif que nous portons aujourd'hui dessus sur cette opération. Chacun ses souvenirs, chacun son histoire, chacun sa trajectoire aussi, depuis le milieu des années 80. Et Pierre-Jean Trombetta avait d'ailleurs lui-même dit dans un colloque organisé par l'INRAP en 2008, on est là dans une archéologie du souvenir qui est liée aux gens et qui est liée aux individus, pas dans une archéologie de la mémoire. Je pense que ça résume vraiment parfaitement le cas. Et donc nous avons souhaité, donc Claire et moi, par ce travail que nous entreprenons depuis plusieurs années, et par la participation à cette journée d'études, rendre hommage à ces grands anciens qui nous ont accueillis finalement dans le monde professionnel, qui nous ont formés au métier, que ce soit au sein des SR House avec nos collègues de terrain, nos collègues de collectivité, parce que finalement nous appartenons à la génération post-Louvre. On avait une dizaine d'années au moment de cette opération, mais on a eu la chance, je pense qu'on peut vraiment appeler ça une chance, de côtoyer à nos débuts professionnels tous ces noms qu'on a rencontrés dans la documentation. Et nous avons conscience aujourd'hui que notre pratique du métier, notre vision du métier sont très conditionnées par ces équipes qui ont essaimé un peu partout en France avec leur pratique, leur expérience, leur approche méthodologique. Des équipes rompues à la stratification urbaine, convaincues de l'intérêt de la prise en compte des périodes médiévales et modernes sur les sites. Donc pour nous, ce chantier est en fait un peu un concentré de l'évolution du métier, de l'archéologie urbaine, de l'archéologie préventive, des grands travaux du post-médiéval. Et c'est peut-être finalement ce regard de génération intermédiaire entre cette époque héroïque, entre guillemets, et l'époque actuelle que nous portons aussi aujourd'hui. Juste pour terminer, dire que, on voudrait déjà remercier tous ceux qui ont accepté de témoigner, de nous rencontrer pour nous parler de leur fouille du Louvre. C'est un peu une sorte d'archéologie de l'archéologie qu'on fait aujourd'hui. Et pour terminer sur cette question de transmission et d'héritage, vous avez sous les yeux la fameuse boîte à outils qui était confiée à chaque responsable de zone sur la fouille, qui a été transmise de responsable en responsable. On ne le voit pas bien sur la photo, mais il y a 2 noms inscrits dessus. Et qui finalement, cette boîte à outils constitue un peu une archive en tant que telle de la fouille de la cour Napoléon. Merci. Bravo.
Merci beaucoup pour cette belle communication. J'appelle immédiatement et sans tarder Nathalie Gressier, Sébastien Gesset et Émilie Trébuchet pour une communication archives sensibles. Excusez-moi. Archives sensibles d'archéologues et témoignages oraux. Alors, archives sensibles d'archéologues et témoignages oraux. Donc, je prends la parole pour une communication que nous avons faite à 3 avec Nathalie Gressier et Sébastien Gesset, comme ça vient d'être dit. Cette communication, elle naît d'une expérience pratique et de questionnements de fond sur les archives des archéologues, des questionnements sur leur forme, leur contenu, leur conservation, ainsi que sur leur potentiel pour la recherche future. Elle s'appuie sur des constats de terrain dans nos structures d'accueil, donc les centres INRAP de Tours et Amiens et le pôle d'archéologie de la ville d'Orléans. Mais elle dépasse certainement ce cadre qu'on peut sans doute élargir à l'ensemble de la communauté des archéologues. Ça a été dit tout à l'heure, la documentation scientifique, technique et administrative liée aux opérations archéologiques autorisées doit être versée à l'État de manière réglementaire et normée. Pour nous, cela semble conduire les archéologues à s'auto-censurer sur le dépôt de documents dits d'ambiance ou d'aspect plus personnel, qui dépasseraient le cadre scientifique d'intervention ou le professionnalisme imposé. Ainsi, à l'INRAP, des travaux ont été menés à partir de 2013 avec la direction scientifique et technique autour de l'organisation et de l'homogénéisation des données d'opération à l'ère de la dématérialisation et, comme on l'a dit, du passage quasi exclusif au support numérique. Ils ont révélé, ou en tout cas remis en exergue, l'existence plus large d'une documentation variée, créée par les archéologues, qui échappe au versement systématique à l'État et qui est sans doute diversement traitée selon les régions, que nous qualifierions de flottantes ou sensibles, voire hors champ. On parle des archives de l'activité de recherche, donc en dehors de l'opération, d'archives d'événements scientifiques, valorisation ou médiation, et donc de documents non classés ou mis volontairement de côté. Alors, pour les images d'ambiance, c'est sans doute aussi ce qui peut être le plus flagrant et le plus clairement énoncé, et de documents plus largement créés pour le collectif ou dans des cadres éloignés du terrain. La diversité des métiers, des pratiques et des parcours vont conditionner la constitution de ces archives hors champ, de même que leurs conditions de transmission, très variables selon les circonstances. Ce sont en tout cas des données qui nous semblent pouvoir rendre compte de pans scientifiques, mais aussi sociologiques et humains de la profession d'archéologue. Et il nous paraît donc intéressant de les analyser plus finement pour comprendre avec les professionnels qui viennent de parler notamment, comment les traiter d'un point de vue archivistique, peut-être avec la notion, on le pense, de fonds de chercheurs créés par anticipation, en fait. Pour trouver quelques réponses, nous essaierons dans cette communication de caractériser ces archives d'archéologues et de définir leur positionnement. Nous en présenterons ensuite quelques-unes, puis nous parlerons de notre projet de témoignages oraux comme complément essentiel à cette documentation. Alors, la typologie des archives déposées par les archéologues, on se base sur 2 fonds d'archives qui ont été déposés, l'un au pôle d'archéologie de la ville d'Orléans, on dira le PAVO, donc, l'autre au centre INRAP de Tours, qu'on a essayé d'analyser. Le fonds Dominique Petit, qui est décédé brutalement en 1994, alors qu'il conduisait l'activité archéologique à Orléans depuis 1977, constitue une imposante documentation. Si une partie se trouvait sur son lieu de travail au sein du service régional de l'archéologie Centre-Val de Loire, une documentation personnelle amassée à son domicile, tout aussi importante, a été transmise à partir de 2012 par sa femme au pôle d'archéologie, au fur et à mesure de rangement et de déménagement. Ce sont l'équivalent de 2 mètres linéaires de documents qui ont été récupérés, qu'on a essayé de catégoriser, de classer. Les référentiels, qu'en a-t-on fait en fait? Les référentiels obsolètes de type photocopie de planches, tableaux anciens ont été jetés. Les archives de fouilles ont été tout naturellement transmises au SRA après numérisation pour conservation localement. Les ouvrages, cahiers de notes, courriers tirés à part, etc., eux, ont été conservés au sein du PAVO pour alimenter un fonds destiné à la connaissance plus intime de cet archéologue qui est considéré comme fondateur de l'archéologie urbaine orléanaise. Pour le second fonds, c'est celui de Marielle Delémont, qui, elle, a quitté cette année l'INRAP par démission.
Anthropologue, elle a laissé sur place et déposé une documentation accumulée depuis 1999 dans le cadre de ses activités opérationnelles. On parle là de 2 mètres linéaires et demi et de 71 gigaoctets de fichiers numériques. C'est donc une documentation mixte, numérique et papier, qui est constituée essentiellement pour le papier de classeurs par opération, documents de travail et intermédiaires souvent, d'une petite bibliothèque d'articles et ouvrages photocopiés, de fiches et documents méthodologiques, ainsi que d'une caisse dénommée animation funéraire, donc pour la médiation auprès du jeune public. Pour le numérique, il s'agit d'archives de ces études anthropologiques par opération, et là, ça nous pose la question de savoir s'il s'agit de doublons ou non, s'il faut conserver ou non l'ensemble de ces fichiers, et si oui, de manière intacte et intègre. Voilà, donc le constat est identique en fait pour ces 2 fonds. Il y a d'abord un important travail de tri, de reconditionnement et de classement à réaliser. Ensuite, certains documents ont leur place évidente dans les services régionaux de l'archéologie, donc les archives d'opération, tandis que d'autres relèvent d'un cadre plus personnel et leur lieu de conservation paraît là bien moins établi. Enfin, certains documents tels que des copies d'articles ou tirés à part pourraient, selon nous, gagner à être considérés comme des archives vivantes, transmissibles aux nouvelles générations, modifiables et réutilisables directement. On s'interroge aussi évidemment autour de ces archives sur des aspects juridiques comme les droits liés à la communication des documents en fonction de leur lieu de conservation évidemment. Alors archives professionnelles ou archives personnelles, pour mieux saisir le point de vue des archéologues eux-mêmes, nous avons également élaboré un questionnaire en ligne à échelle tout à fait locale et humble, donc auquel 19 personnes ont répondu, essentiellement de l'INRAP et 2 personnes de collectivités territoriales, d'une moyenne d'âge de 43 ans, responsable d'opérations pour l'essentiel ou spécialiste, un seul technicien ayant répondu. Et il faut ajouter à ces 19 personnes 8 interviews directes qui non prises en compte numériquement dans les résultats d'enquête, mais qui viennent finalement abonder dans leur sens, dans ce qu'on a compris. Donc on part plutôt sur 24 cas étudiés. Et donc, autour de 8 questions, nous avons essayé de mieux circonscrire l'existence et la forme de ces archives qu'on a appelées sensibles. Il semble clair que la documentation rassemblée autour des opérations, dont la préparation et les conditions d'intervention, constitue une production professionnelle. Par contre, lorsqu'il s'agit de la vie de chantier, de portraits, d'événements liés à la recherche ou à la médiation, les réponses, sachant qu'il y en avait plusieurs possibles, indiquent une réalisation et une frontière nettement plus floue entre archives professionnelles et archives personnelles. Et beaucoup considèrent qu'il s'agit de documents personnels, voire privés, établis pourtant dans le cadre professionnel. Sur la motivation guidant, donc c'était le sujet des 2 diapositives que vous avez vues, que je ne commande pas plus, mais voilà, qui donnent des informations chiffrées. Sur les motivations guidant la constitution de ces archives, la visée mémorielle paraît essentielle, au-delà évidemment des motivations scientifiques. Mais le divertissement, par exemple, a sans doute une place à ne pas négliger dans l'histoire d'un métier aux conditions d'exercice parfois difficiles et où la prise d'image, par exemple, peut clairement constituer un exutoire ou un divertissement. Côté conservation, les espaces de conservation de ces archives s'avèrent éparpillés très nettement entre donc, les espaces professionnels et privés, ça a été dit déjà tout à l'heure. Nous avons demandé aux archéologues quels documents ils seraient prêts à verser aux services régionaux de l'archéologie, alors aux archéologues du préventif, pour les SPL, comme on a vu. Là encore, documents d'ambiance, échanges entre chercheurs, agendas, voire aussi portraits et bibliothèques personnelles ne font pas l'unanimité. Les archéologues s'orientent par moitié vers une conservation personnelle, des services d'archives ou leurs institutions de rattachement. On peut estimer donc que la réglementation qui est précise sur les données d'opérations archéologiques n'oriente pas particulièrement pour les autres données, ce qui peut expliquer cette variété des réponses. En revanche, la grande majorité des personnes interrogées estiment qu'il faut constituer des fonds de chercheurs, dont la destination première serait les archives départementales, services jugés performants et sûrs pour une bonne conservation, une bonne gestion des archives. Ainsi, à côté des archives d'opération, qui commencent à être réellement constituées de manière systématique, devrait-on sans doute commencer à structurer et organiser par anticipation aussi des archives d'archéologues, des fonds de chercheurs.
Alors, quel type d'informations trouve-t-on sur la profession dans ces archives sensibles? Alors là, on a accès plutôt sur l'archéologie préventive de notre côté. Les documents visuels foisonnants sont sans doute évidemment aussi les plus parlants. Donc on a proposé une série de photographies, comme ça a déjà été montré, mais aussi des vidéos courtes, puisqu'on trouve aussi quelques vidéos maintenant dans les archives, qui traitent donc pour beaucoup évidemment des conditions du travail de terrain, donc des conditions climatiques, qui sont souvent très renseignées, puisqu'elles ont une incidence importante en fait, et marquée sur la pénibilité, mais aussi l'accès aux données. Donc elles sont très souvent présentes en fait, dans ces fonds. Toujours sur les conditions du terrain, l'utilisation d'engins spécifiques ou des situations très particulières, ici en milieu urbain, sur de petites surfaces. Et en bas à droite, par exemple, une situation incongrue, mais filmée par les archéologues et conservée. Là, il s'agissait sans doute d'une espèce de sidération devant une petite pelle à vitesse, disons, excessive. Et donc, on est plutôt dans le domaine d'incompréhension, on pense. Autour du terrain, il existe aussi une importante production d'images sur l'environnement de l'opération archéologique, donc immédiatement avant l'opération, pendant et immédiatement après. Et l'archéologie, on le sait, est au cœur de la mutation des paysages. Et donc ces images très nombreuses, on pense, pourraient en ce sens constituer aussi un jour une importante documentation sur les paysages français, par exemple, et leur évolution. Elle révèle aussi l'importance explicitée par les archéologues du contexte qui utilise, pour l'archéologue, en fait, qui l'utilise comme image, enfin, qui utilise souvent l'image pour se l'approprier, alors qu'il intervient dans un contexte très court. Évidemment, on trouve des images des documents traitant de la méthodologie, mais qui là sont beaucoup mieux versés à l'état, dirait-on. Par contre, les images de moments intermédiaires, du type pause, déjeuner, visite de chantier ou sortie, sont nettement plus sensibles, alors qu'elles pourraient nous paraître typiques de l'archéologie et révélatrices des collectifs constitués. Donc, même chose avec cette diapositive, on a voulu aussi rappeler l'importance du travail en intérieur, donc le travail de bureau, laboratoire, espace de traitement, qui est une grosse partie en fait, du travail de l'archéologue aussi aujourd'hui, on l'oublie souvent. Et toute la partie échappant au terrain est le plus souvent documentée essentiellement par ces archives jugées plutôt personnelles. Même chose pour la ville de la recherche, donc toujours en dehors de l'opération archéologique, avec en bas à droite une expérimentation filmée. Et donc là, sur ces domaines-là, plutôt côté médiation, on constate évidemment un éparpillement des documents dans des espaces personnels, certes, mais aussi évidemment sur le web, dans les journaux, etc., et de manière locale ou parfois nationale. Et donc, même chose pour tout ce qui est manifestations, qui sont aussi localement documentées dans des archives personnelles. Ouais, c'est bien. Alors, quoi d'autre sur la profession, la profusion des images, mais aussi finalement en avant leur fragilité, à la fois dans leur conservation et leur interprétation. Souvent faiblement ou trop faiblement renseignée, l'image s'avère pour nous insuffisante pour rendre compte objectivement du métier de l'archéologue dans tous ses aspects, ou pour saisir une humanité au travail, des personnalités et des parcours. Et la multiplication des départs à la retraite, décès ou changement de carrière, notamment à l'INRAP qui n'a que 20 ans, crée des questionnements assez pressants à la fois sur la gestion des archives et leur devenir, mais aussi elle met en exergue une lacune qui est celle du témoignage direct de parcours très hétéroclites, variés et souvent d'une grande richesse pour une discipline jeune qui a vécu des transformations majeures depuis la fin du XXe siècle. Pour pallier ce manque, nous avons commencé à développer un projet d'archives sonores qui viendrait compléter et enrichir des fonds de chercheurs dont on parlait tout à l'heure. Nous avons commencé localement en région Centre-Val de Loire à l'INRAP à enregistrer des archéologues ou des acteurs de l'archéologie en s'intéressant au panel en fait, des acteurs de l'archéologie. Et il s'agit de conserver des témoignages directs, spontanés et sincères, des enregistrements uniques ou, on pense pour les plus jeunes, pourquoi pas répétés dans le temps de la carrière professionnelle. Alors ce projet, il se veut absolument tout à fait humble, au moins dans un premier temps. D'abord parce que nous ne sommes pas sociologues,
Et puis nous le réalisons à ce jour avec des outils simples à disposition de tous, donc dictaphone d'ordinateur ou de téléphone, montage des prises de son avec des logiciels gratuits. Et notre idée est de conserver des enregistrements portraits allant de 6 à 15 minutes basés sur des questions personnalisées et en nous basant sur des rapports de confiance réciproque avec la personne interviewée. Les questions leur étant soumises au préalable avant enregistrement. Alors, on peut donner un ou deux exemples. Ça m'est arrivé souvent d'être émue en fouillant des tombes. Après, si je peux donner un exemple, c'était sur la nécropole de Èvre, de la Haute-Cour, donc une nécropole antique avec énormément de tombes de jeunes enfants. On avait dans une sépulture vraiment beaucoup d'objets qui avaient été déposés. Et parmi ceux-là, il y avait quelque chose qui ressemblait en tout point à une balle de golf, un objet en céramique rond avec des petites cupules. On s'est bien demandé ce que ça pouvait être. Et puis quand on l'a prélevé, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un hochet. Il y avait une petite bille à l'intérieur. Ça m'est arrivé souvent d'être émue en fouillant des tombes. Voilà pour un exemple là, plutôt sur le côté émotion de la recherche. On avait d'autres exemples donc plus liés au métier et donc au parcours professionnel. En tout cas, plusieurs constats et interrogations se posent déjà autour de cette expérience dont on voulait faire part ici. D'abord, tous les individus n'ont pas la même facilité à s'exprimer devant un micro, donc nous avons proposé plusieurs possibilités, s'enregistrer seul ou à deux, avec ou sans préparation des réponses, sachant que cette préparation a pu être écrite, et sous forme ou non de discussion, selon les envies en fait. On constate en tout cas que la préparation des réponses permet d'obtenir des témoignages plus courts, moins dispersés, bien que moins spontanés. Nous avons fait le choix, qui est discutable également, de mêler des questions sur les parcours, les métiers et des éléments personnels relatifs à l'instant de l'enregistrement et aux éléments qui nous paraissent intéressants à l'instant de l'interview. Donc il n'y a pas toujours uniformité des questions entre les témoignages dans ces enregistrements. Et enfin, se pose pour nous tout simplement aussi la question du devenir de ces archives dans les fonds de chercheurs éventuels. Notre enquête a en tout cas révélé que la grande majorité des participants accepteraient volontiers de témoigner, voire de s'investir dans un tel projet. Les sujets phares à aborder étant évidemment ceux de la pratique même du métier, mais également les découvertes elles-mêmes et les émotions suscitées, comme on en a eu un exemple là. Voilà, donc pour conclure rapidement, nous proposons ici, si ça a du sens pour tous, d'entrer ou de créer un collectif qui permettrait de constituer ces archives sonores d'archéologues, toutes institutions et fonctions confondues, et qui viendrait enrichir des fonds d'archives à constituer, voire pourquoi pas créer une radio de témoignages disponible à l'écoute. Voilà, pour tous. Merci beaucoup.